E-Live, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce, et bienvenue dans cette nouvelle émission Comment je me nourris. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de naturopathie avec Daniel Kieffer, et on va aborder un sujet qui est très riche et très passionnant. Il s'agit de la pathogénèse en naturopathie traditionnelle holistique. Alors c'est un terme qui paraît assez complexe de premier abord, donc c'est pour ça qu'on va le décrire plus en détail. Mais tout d'abord, bienvenue Daniel Kieffer. Merci, bonjour Alice, je suis très heureux d'être là. Merci d'être à nouveau sur ce plateau. On va pouvoir parler donc de cette pathogénèse en naturopathie. Est-ce que tu peux nous décrire ce terme ? Pathogénèse, patho, c'est le ressenti, c'est la passion même, en termes grecs à l'origine. C'est devenu la maladie avec le temps. Et puis la genèse, c'est l'origine. Donc globalement, c'est l'étude de pourquoi on est malade, pourquoi on a tel ou tel souci et dysfonction. Et on étudie les causes les plus immédiates, qu'on appelle les symptômes. Et puis on essaye d'investiguer aussi plus loin pour trouver les causes, bien sûr, les plus profondes. Alors ça nous permet de parler d'un point crucial en naturopathie, c'est qu'on fait du causalisme. Donc on remonte vraiment à la cause de la cause de la cause pour comprendre pourquoi la maladie s'est exprimée. Peut-être ce serait bien de rappeler les 5 grands ismes de la naturopathie qui font de cette approche quelque chose d'unique et de très complet. C'est vrai que c'est très original et ça correspond à ce qu'on appelle l'épistémologie, donc l'étude de notre science et de notre discipline, avec un fondamental philosophique qui est le vitalisme, qui fait qu'on considère, on n'est pas les seuls, également les homéopathes, les acupuncteurs, les médecins ayurvédiques, considèrent que la vie est un principe immatériel qui s'exprime à différents niveaux de notre existence. Et que cette vie précieuse correspond à un principe vital, un principe intelligent qu'on va appeler le prana en Inde ou le chi en Chine, qu'on respecte et qu'on essaye d'accompagner, puisque sans énergie vitale, pas de guérison. Ça, c'est le principe philosophique. Le principe plus scientifique, c'est l'humorisme, la science du milieu intérieur, le sang, la lymphe, la qualité de nos humeurs, comme disaient les anciens, qui doivent être ni carencées, ni surchargées, ni encombrées, voilà. Un principe méthodologique ensuite, qui est donc notre causalisme dont tu viens de parler, et qui s'occupe, un peu comme le faisait Hippocrate il y a déjà 2300 ans, de chercher des causes dans l'environnement immédiat, le bien-être et le corps, l'alimentation. Et puis, au minimum, la dimension psychosomatique de l'être. Est-ce que les impacts des émotions, des pensées seraient manifestés en termes de pathologie? Et peut-être l'environnement, et peut-être d'autres causes plus élevées encore, plus spirituelles. Et puis, humorisme, vitalisme, causalisme, hygiénisme. Hygiénisme, c'est donc l'application plutôt simple et plutôt très rationnelle de l'hygiène de vie. Donc être en rapport avec les éléments du milieu naturel humain et bien se nourrir, bien dormir, bien éliminer, bien bouger, bien penser aussi, bien sûr. Et on termine avec l'holisme, qui était relativement peu présent en France, qui a plutôt pris naissance aux États-Unis et dans les cultures holistiques, donc qui ont une approche globale, et que j'ai eu l'honneur de porter depuis les années 70, un peu comme une locomotive, un peu obsédée par cette vision globale de l'être humain, puisque si on ne considère pas l'un de nos plans d'existence, c'est un peu une mutilation de l'être, et c'est trop dommage, on peut passer à côté de dimensions extrêmement précieuses au plan de la santé. Mais justement, en parlant de ces différents plans de l'être, donc il en existe 7 qu'on va citer. Et ce qui serait intéressant, vu que là on va parler de la pathogénèse, ce sera sur tous ces plans de l'être, qu'est-ce qui va venir entraver la bonne santé de l'individu. Donc sur les 7 plans de l'être, on a bien sûr le plan physique. Oui.
Et donc ensuite, on a aussi le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, le plan socio-culturel et planétaire et le plan environnemental. Parfait. Donc voilà une vision bien complète de l'individu. Et alors sur chacun de ces plans, peut-être on peut déjà les redécrire parce que beaucoup de gens entre le plan émotionnel et mental peut-être ne feront pas vraiment la différence. Qu'est-ce qui est de l'ordre des émotions, du mental. Donc est-ce que tu pourrais nous repartager la description de chacun de ces plans de l'être? Oui. En termes simples, notre réalité corporelle est la première qui nous apparaît, puisqu'elle est perceptible avec nos sens. C'est ce corps de chair, pesable, mesurable, charcutable en chirurgie, et qui est un petit peu la partie la plus dense, la plus visible, la plus extérieure aussi, la plus incarnée de notre être. Ce corps, s'il n'était pas vivant, il n'aurait aucun intérêt. Donc le fait qu'il soit vivant suppose un corps vital, comme disait notre fondateur Pierre Marchessault, un corps d'énergie, un corps éthérique, comme on dit également, qu'on va retrouver aussi dans les végétaux. Et c'est l'analogie qui nous fait comparer déjà la réalité d'une pierre ou d'un cristal, qui n'a qu'un plan physique, et le végétal qui, lui, a accueilli une dimension énergétique qui lui permet de multiplier des cellules, qui lui permet d'avoir une sève qui circule. À un troisième niveau, nous vivons aussi un peu comme les animaux, avec des désirs, des passions, des conflits plus ou moins ravageurs. Et sans aucun jugement, c'est vrai que cette dimension animale, elle nous attache souvent à des liens de qualité très, très affectifs, et on est souvent dépendant de cette forme de sensiblerie ou de romantisme qui n'est pas toujours porteuse d'émotions santé, comme on dit. Et puis le mental, quatrième niveau, qui est spécifique de l'être humain, puisque l'être humain est un penseur. C'est même l'origine étymologique du mot humain qu'on va retrouver dans man également, en anglais, en allemand ou en hébreu. C'est le penseur, c'est manas en sanskrit, qui fait de nous des êtres capables d'être conscients, de réfléchir. La petite flamme intérieure qui nous relie à la dimension plus spirituelle, c'est le plan, qu'on appelle transpersonnel en psychologie ou spirituel. Difficile à définir, parce que si on le définit, on le ramène généralement dans le plan de l'intellect ou dans le plan émotionnel. C'est un peu ce qui reste quand on a gommé l'ego, quand on a gommé le moi. Et ça, c'est une grande aventure initiatique. Mais pour faire plus simple, la spiritualité en l'homme, c'est plutôt sa quête profonde de sens, sa quête de répondre aux vraies questions que posaient déjà les Grecs il y a très longtemps, qui je suis, d'où je viens, où je vais. C'est aussi notre potentiel de transcendance, de créativité. Donc les humains normalement constitués fonctionnent sur ces différents plans, mais comme ils vivent entre eux, ils créent également des liens sociaux qu'on va appeler la famille, la société, le syndicat, la nation. Et donc c'est une dimension socio-culturelle qui impacte bien évidemment notre santé, puisque nous sommes également nourris par les médias, nourris par la culture, nourris par l'art. Et enfin, la dimension plus planétaire de notre être, c'est la dimension environnementale ou écologique, qui fait que nous sommes en interrelation permanente avec la planète. Et heureusement, l'idéalisme des écologistes des années 60-70, aujourd'hui, il est devenu une évidence chez tout le monde. Et on voit beaucoup de jeunes et de très jeunes qui arrivent sur Terre avec cet élan, cet enthousiasme à vouloir guérir la planète, sauver la planète, parce qu'ils ont cette perception intime que nous sommes profondément liés et que s'occuper de soi, c'est s'occuper des autres, c'est s'occuper de la planète et inversement. Donc c'est une belle connexion entre tous ces plans. Et lorsqu'un de ces plans est déréglé, alors est-ce que ça se passe de manière forcément chronologique? Ça se passe d'abord sur le plan physique et ensuite ça vient attaquer le plan énergétique, le plan émotionnel, ou est-ce que on peut être très bien sur le plan physique et avoir le plan, par exemple, mental complètement bouleversé? On peut avoir des perturbations à différents niveaux et apparemment ne percevoir que cette perturbation sur un plan. Mais si on est patient, tout est dynamique et la perturbation ne va pas rester sur ce plan. On parle soit de psychosomatique, quand les informations descendent, et on connaît tous l'impact de la peur, l'impact d'un conflit, d'un deuil mal réglé, d'un harcèlement professionnel, qui vont générer peu à peu des dérèglements énergétiques et peut-être un ulcère d'estomac, une colopathie ou des maladies graves.
Mais on connaît aussi la notion somato-psychique en naturopathie, qui est l'impact du soma, le soma c'est le corps, sur les plans plus subtils. L'évidence, c'est que si je prends 3 cafés, je ne pense plus de la même façon, je ne gère plus mes émotions de la même façon. Il y a un impact très biochimique des drogues, des aliments, des pollutions aussi, des métaux lourds, sur la vie énergétique, sur les émotions, sur le mental. Et en naturopathie, le grand art face à un client, c'est d'enquêter pour déterminer où est la cause causale, la cause première, et pas seulement zoomer sur les symptômes. Et c'est vrai qu'on remarque que tout est dans tout et qu'en fait, parfois, un mot MAUX physique vient juste être une somatisation d'une émotion très forte, etc. Et c'est pas pour rien aussi qu'on emploie certains mots quand on dit j'ai du mal à digérer cet événement-là. Par exemple, c'est quand même assez drôle où j'en ai plein le dos. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement stressantes au quotidien, qui vont au sens propre et figuré en avoir plein le dos. Donc c'est intéressant de voir comment le corps va cristalliser en effet toutes ces émotions, toutes ces contrariétés et vice versa, comme tu le nommais. Par exemple, si je vais manger si je vais boire un café crème suivi d'un triple pancake sauce chantilly, il se peut que quel fantasme, waouh, c'est pas vraiment le mien pour être très honnête, mais en tout cas, il se peut que par la suite, j'ai un coup de blues, des idées un peu noires, etc. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit à la réponse qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la guerre dans le monde, il va répondre commençons déjà par regarder ce qu'il y a dans nos assiettes. Donc c'est de montrer ce lien direct quand même déjà de notre alimentation sur notre comportement et vice versa, comment je nourris mon mental, de qui je m'entoure, quelles sont les idées qui viennent habiter mon esprit au quotidien et comment ces idées, ces pensées, ces émotions vont venir se cristalliser, prendre forme au sein de notre corps. Donc oui, nous sommes des êtres complexes et tous ces plans de l'être sont très étroitement liés et ne vont pas quelque part l'un sans l'autre. On voit des connexions très fortes. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on n'a rien inventé quand on dit ça, puisque c'est vraiment les fondamentaux qu'on va retrouver en Inde, en Chine, en Égypte, au Tibet. Et, on a juste oublié cette multidimensionnalité. Parce que notre culture est beaucoup plus focalisée sur le matériel, le visible, le symptôme également, pour soulager. Et il est souvent plus compliqué d'accompagner quelqu'un vers une remise en cause de son hygiène de vie, voire de ses croyances, que de prendre des plantes, bien sûr. Complètement, mais c'est là que cette vision holistique est très intéressante et enrichissante parce que ça nous ramène tout de suite à ce principe de causalisme. En effet, quelqu'un qui vient nous voir, par exemple, pour une problématique de migraine récurrente, alors l'antisymptomatique voudrait que on essaye tout de suite d'effacer la migraine en se disant c'est très problématique d'avoir mal au crâne, comment on pourrait faire disparaître cette migraine, alors qu'en fait en naturopathie on va vraiment aller creuser et revenir à la cause de la cause de la cause, comme le disait Hippocrate, pour être un bon médecin, revient à la cause de la cause de la cause et soigne-la. Et parfois, on peut se rendre compte que ces maux de tête sont soit liés à une problématique physique qui peut être une congestion hépatique, mais aussi parce qu'on en a plein la tête de tout ce qu'on entend. Bien sûr. Et donc, que le corps se met quelque part en action réflexe pour essayer de bloquer toutes ces informations qui nous enquiquinent et qui nous font mal au crâne. Donc, à la suite de cette conversation, on peut déjà en déduire de nombreuses entraves sur chaque plan qui peuvent être à l'origine de pathologies. Donc, par exemple, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on va pouvoir nommer comme étant source ou à l'origine de pathologies ? Alors, on va, pour faire simple, parler de surcharge. C'est un terme très global qui correspond à tout ce qui peut encombrer notre milieu intérieur, qu'on peut distinguer en termes de toxiques et de toxines. Les toxiques étant ce qui vient de l'extérieur, comme des polluants, des métaux lourds. Les toxines étant ce qu'on produit nous-mêmes en tant que déchets métaboliques, l'urée, le cholestérol, les acides organiques, etc. Et le terme global qui est aujourd'hui assez répandu, c'est le terme de xénobiotique. J'aime bien ce terme parce que xénos, c'est étranger, et biotique, ça évoque la vie. Donc toute molécule étrangère à la vie vient entraver, polluer, encombrer. Les anciens parlaient de l'encrassement du milieu intérieur, c'est un terme du 18e, du 19e siècle. Comme l'humorisme, d'ailleurs, est un terme un petit peu rétro aujourd'hui, un petit peu obsolète.
qui correspond à cette étude du milieu intérieur. Donc, ce qui entrave d'abord le corps, c'est les surcharges, les polluants. Mais il y a aussi ce qui manque, il y a aussi les carences. Donc, carences en acides aminés, en acides gras, en vitamines, en eau très fréquemment. Et là, on parle que de carences alimentaires, sans parler des carences affectives, qui sont importantes, mais il n'y a pas encore de complément alimentaire. De l'ocytocine à haute dose. C'est ça. Les surcharges, les carences, et puis la fluidité de ce milieu intérieur, c'est-à-dire la bonne circulation du sang, de la lymphe, des liquides interstitiels, parce que l'intérêt, c'est toujours extrêmement simple, c'est d'apporter aux cellules tout ce dont elles ont besoin, donc de l'oxygène, des nutriments. Et s'il y a des entraves mécaniques à cette bonne circulation, elles ne sont pas correctement nourries, elles ne sont pas correctement drainées non plus. Donc au plan physique, c'est vraiment le plus prioritaire pour nous en termes de terrain. Tout ce qui est vêtements trop serrés, les médicaments, les vaccins, etc., ça vient entraver la bonne fonctionnalité aussi du plan physique. Le fait de porter... Je ne vais pas cautionner à l'antenne la notion de querelle vaccinaliste ou pas. Non, on ne va pas rentrer là-dedans. Parce que le problème n'est pas là, mais plutôt dans les additifs des vaccins. Le vaccin en soi est un procédé génial que connaissaient les Chinois il y a 800 ans et qui permet au corps d'avoir des réponses beaucoup plus efficaces en cas d'attaque microbienne ou virale. Maintenant, quand on trouve des squalènes ou des aluminiums dans les vaccins, là, on est vraiment dans une situation de surcharge particulièrement dangereuse. Oui, tous les additifs en termes de métaux lourds, etc., qui sont vraiment problématiques et qui vont entraver la bonne circulation, aussi le bon fonctionnement des organes et la bonne circulation des humeurs. C'est ça. Et la sédentarité aussi, qui va créer une viscosité, un épaississement quelque part, une stase aussi de toutes ces humeurs, et donc qui peut entraver... On dit globalement que le sang qui part du cœur met à peu près 1 minute pour revenir à l'état de repos, mais quelqu'un qui sort on ne parle pas d'un marathon, mais ne serait-ce qu'un petit 400 mètres tranquille, on n'est plus sur 1 minute, on est déjà sur 30 secondes. Donc l'activité vraiment va optimiser les échanges métaboliques, biologiques, et la nutrition et le drainage de nos cellules. Or, en 3 générations, on a calculé que le Français moyen avait perdu jusqu'à 80% de son activité physique quotidienne. Si on compare à nos arrière-grands-parents qui avaient une vie beaucoup plus proche de la nature aussi et du travail physique, il est évident que là, la sédentarité a des impacts terribles au niveau de la posture, au niveau des nuisances aussi maintenant liées aux écrans aussi. Et la malbouffe, parce que quand on est en situation de stress lié à la sédentarité, parce que la sédentarité est un stress, mine de rien, eh bien, on attaque forcément, on perturbe aussi le comportement alimentaire, la relation aux saveurs, la relation aux autres. C'est un des nœuds les plus difficiles à dénouer aujourd'hui en clientèle. La sédentarité. Et sur le plan énergétique, alors, qu'est-ce qui pourrait venir entraver 2e étage. Donc voilà, c'est le plan de la vie en nous, la circulation de l'énergie dans ce que les Chinois appellent les méridiens d'acupuncture, par exemple, ou dans les chakras en médecine ayurvédique. Là, on est vraiment sur à la fois des carences d'énergie, des carences de champ, comme on dit aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la planète elle-même est infiniment plus dévitalisée qu'il y a quelques 6000 ans. On a calculé qu'il y a 6000 ans, le champ magnétique terrestre était de l'ordre de 4 Gauss, c'est la mesure du magnétisme. Aujourd'hui, on est à 0,5. Donc la planète est vraiment malade en termes d'énergie. La NASA avait publié un rapport il y a quelques années montrant qu'en 2800, on serait à 0 et que la vie serait impossible sur Terre. Bon, c'est un problème assez compliqué qui fait penser à la bascule des pôles. On ne va pas dramatiser aujourd'hui et pousser les gens à des suicides collectifs. Parce qu'il y a toujours des solutions, encore une fois, et on a passé des millions d'années à nous adapter. Donc, on va sûrement s'adapter. Donc, carence de champ qui fait qu'on se dévitalise. Carence aussi parce qu'on est de moins en moins en contact avec les sources d'énergie. Nous sommes des êtres solaires, on a besoin d'ensoleillement, c'est notre source de vie qu'il ne faut pas diaboliser. Il faut juste éviter les coups de soleil, on va se faire cramer passivement au soleil de midi, mais le soleil est notre ami. Et puis les arbres, le contact avec les végétaux, le contact avec les animaux à sang chaud, le contact avec la terre, réapprendre à marcher pieds nus dans la rosée, dans la pluie d'orage. On prend de l'énergie avec tout cela. On en prend dans les aliments crus et germés également. C'est du prana, c'est du chi.
Et puis, à part les carences, arrivent des surcharges nouvelles que ne connaissaient pas Hippocrate ni les anciens, qui sont toutes les nuisances électromagnétiques, qui fait qu'aujourd'hui, on commence à considérer avec sérieux les pathologies de type allergie ou intolérance aux champs perturbateurs. Des gens extrêmement sensibles perdent leur santé sans comprendre pourquoi souvent, et surtout sans réponse médicale habituelle. À part, je crois, le professeur Bellepomme qui a une unité expérimentale à Paris sur les maladies liées à l'environnement. Il est d'ailleurs très persécuté, le pauvre, à ce sujet-là. Eh bien, on n'a pas beaucoup de réponses. Et tout ce qui est donc téléphone portable, G4, G5 bien sûr bientôt, antenne relais, l'usage de quasiment tous les appareils électroménagers sont générateurs de champs également. Ça va des montres à quartz au radar. Et là, le corps est face à une pollution qu'il ne connaissait pas. Donc l'adaptation est difficile, les impacts sont eux-mêmes assez délicats à objectiver puisqu'on va toucher la perméabilité des membranes, on va toucher le magnétisme cellulaire lui-même, les échanges intracellulaires. C'est surtout ça au plan énergétique, à la fois des carences et des surcharges qui sont nouvelles. Et donc ensuite ça nous amène au plan émotionnel, qui est le troisième plan de l'être. De la même façon, on peut décliner des surcharges et des carences. Les surcharges, en psychologie, on va les appeler des émotions négatives. Les émotions qui tuent, les émotions les plus pathogènes. Il y en a 2, je crois, qui sont très efficaces pour ceux qui veulent essayer, parce qu'il ne faut pas nous croire, il faut essayer les choses. Donc, c'est la culpabilité et la frustration. Ce sont les 2 plus grosses émotions porteuses de nuisances. Et puis derrière ça, vous avez les deuils mal vécus, vous avez les colères rentrées, non exprimées, la mésestime de soi. Alors que la psychologie positive et les philosophies orientales nous disent, mais il existe des émotions santé. Essayons de cultiver la joie d'une façon plus inconditionnelle, l'amour d'une façon plus fraternelle, bienveillante et inconditionnelle. Essayons d'avoir une estime de soi qui ne soit pas simplement un nombrilisme égotique, mais juste le respect de nos potentiels, de nos ressources. Essayons de développer le pardon pour nous libérer des conflits. C'est l'objet de mon dernier petit livre. Oui. Donc, à la fois des émotions toxiques, des émotions santé. Et c'est vrai que ce plan-là va se comporter aussi comme une source donc de pollution ou de bien-être, selon qu'on va gérer correctement nos émotions. On n'est pas très doué, hein. Je dois dire que c'est pas quelque chose qu'on apprend familialement ni à l'école. Mais c'est vrai que la société dans laquelle on vit nous amène à souvent être déjà dans une comparaison qui n'est pas forcément positive, parce que ça va amener justement de la culpabilité, de la frustration aussi. Ah bah, cette personne a l'air de vivre une vie qui a l'air tellement plus excitante que la mienne, ou bah, cette personne, dans ce qu'elle prône, dans ce qu'elle fait voir, me fait culpabiliser moi par rapport à mes propres valeurs, etc. Ou tout simplement tous ces conflits qui sont vécus parfois quotidiennement au sein d'une famille ou d'un environnement proche qui provoque au sein de l'organisme tout un tas d'émotions qui sont extrêmement douloureuses et mal vécues. Et c'est vrai que qui ne vit pas de la culpabilité, qui ne vit pas de la frustration, et donc ce serait en effet précieux d'apprendre à cultiver ces émotions positives dont tu parles et à se rendre compte que c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi en consultation, personnellement, en consultation de naturopathie. J'entends beaucoup de gens qui me parlent de cette relation très culpabilisante qu'ils ont à la nourriture, par exemple. C'est je mange ça, ça me fait plaisir sur le coup, puis après je culpabilise. Et en fait, il y a beaucoup de situations très similaires dans la vie où j'ai osé faire ça, mais en fait, ça m'a provoqué une culpabilité énorme par la suite. Alors que sur l'instant, j'étais heureux ou heureuse de le faire, et ensuite mon cerveau s'est mis à me créer tout un tas de pensées culpabilisantes. Et donc souvent dans ces cas-là, moi je dis si vous avez envie de manger cette crème chocolatée, si vous avez envie de faire cette chose-là et que vous êtes aligné avec ce désir et que sur le moment ça vous procure de l'extase, de la joie, du plaisir, autant le vivre pleinement et pas se donner une fessée par la suite en disant je n'aurais pas dû faire ça. C'est très culturel. Mais complètement. Très très culturel. Il y a des sociétés où on fonctionne complètement différemment. Il y a à la fois l'empreinte chez nous d'un passif judéo-chrétien mal vécu, en quelque sorte. Et puis, on peut aussi quand même montrer du doigt l'impact délétère des médias
qui sont, en particulier, je pense aux romans photos, et à tous les films, à toutes les séries qui ne cultivent que les émotions passionnelles, le drame, le deuil, la jalousie, la possessivité, l'abandon, la culpabilité. Et on baigne dans cet océan d'énergie émotionnelle qui est une nourriture. Et il est difficile de sortir de ce champ. On y passe des années en psychanalyse. J'aurais plutôt tendance à dire il vaut mieux apprendre à aimer, apprendre à s'autoriser des émotions différentes avec une prise de recul, plutôt que de combattre les émotions. Parce que entrer en conflit avec nos propres peurs, nos propres manques, etc., c'est comme si on rentrait en contact avec la peur du monde, avec la peur de nos ancêtres aussi. Ce sont quasiment des entités qui vivent en nous, et elles sont très très fortes. Donc, de l'humour, de la distance, et puis s'occuper d'autre chose. Apprendre à vivre peut-être d'autres relations. Complètement. Complètement, et ça nous amène ensuite sur le plan mental. Oui. Qui est le 4e plan. Donc c'est vrai que souvent on a tendance à confondre les émotions et le mental, parce qu'on se dit que finalement ce que je vis c'est mental, alors que non, c'est bien dissocié ces deux plans-là. Alors c'est dissocié, et s'il y a une bulle pour les réunir, c'est la psyché. Donc psychologiquement, on a deux grands secteurs d'activité. Le secteur émotionnel, qui nous touche plutôt au niveau du plexus solaire, et nos mémoires animales, la cave de Freud est là, et notre univers intellectuel, qui est plutôt au centre du front, et qui nous amène à prendre la distance que j'évoquais il y a 2 minutes. Le mental est probablement le plus bel outil qu'ait construit l'humanité en quelques millions d'années, et il n'est pas question non plus de tirer sur lui comme un ennemi, ou de vouloir le faire taire, comme on le dit parfois dans des mauvaises traductions de textes yogi notamment. Il s'agit plutôt de comprendre que le patron, il est quand même dans la tête. Le libre arbitre est un cadeau extraordinaire qu'on nous a fait. La capacité de choix, de discernement, d'analyse, de synthèse, ce sont des merveilles pour notre grand ordinateur psychique. Mais il se trouve que le chaos veille également, règne aussi dans la tête. Et tout le monde connaît le brouhaha, l'infini caquetage du mental dont parlait Krishnamurti, qui fait qu'on essaie de se concentrer et ça pense pour nous. Ça part dans tous les sens. Et on va appeler ça des pollutions, qui sont les pensées parasites. Avec les pensées parasites, il y a les pensées négatives également. Tout ce qui est de l'ordre des croyances liées à l'échec, liées à non, c'est pas possible, non, ce n'est pas pour moi, non, ça n'existe pas. Il y a aussi les pensées vraiment ténébreuses qui nous poussent à voir les choses en noir, qui nous mettent des lunettes déformant le réel et qui nourrissent un pessimisme ou qui poussent au suicide les plus fragiles. Il y a des pensées qui tournent en boucle également, des pensées répétitives que l'on rumine, qui nous appartiennent pas forcément, mais qui sont liées parfois à des croyances familiales. Et il est intéressant d'aller voir là du côté de la psychogénéalogie, du transgénérationnel. Alors que plus on s'approche de techniques comme la relaxation, c'est le tout début, puis la méditation, les pensées positives, la psychologie positive, eh bien on apprend d'abord à mettre de l'ordre dans le mental, on apprend à penser plus positivement, on accueille des pensées peut-être plus lumineuses aussi, on s'approche de quelque chose de plus sage, et c'est l'objectif aussi de toutes les démarches spirituelles, c'est le lien avec le plan numéro 5, 6 Oui, là on va passer au plan 5. Numéro 5. C'est ça. Qui est notre petite flamme assez difficile à définir. On s'aperçoit qu'il y a une confusion importante entre la spiritualité et le domaine du religieux, ou de la mystique, ou de l'ésotérisme, chez beaucoup de gens. C'est un amalgame qu'il faut éviter. Le spirituel n'a rien de religieux. Le religieux est une démarche sociale qui mène à une quête d'unité, une quête de sens. Mais si l'on regarde le dénominateur commun à toutes les religions du monde, c'est la dimension spirituelle. C'est le lien à plus grand que nous. C'est l'apprentissage de vivre ensemble en paix et d'améliorer le bonheur personnel et collectif.
spirituellement, on se surprend parfois à des instants de joie complètement non raisonnable, une joie non justifiée par une raison d'être. Parfois, on se surprend même à aimer le monde entier d'une façon complètement irrationnelle. Mais je dis souvent à mes clients ou à mes étudiants, tant que vous aimez quelqu'un et que vous lui dites « je t'aime parce que », c'est pas encore de l'amour. Le parce que est de trop. Le cœur ne connaît pas les raisons. Et quand on aime en ouvrant sa fenêtre un matin de printemps, l'univers tout entier et qu'on a envie d'embrasser la nature, là on est pris par quelque chose qui commence à s'appeler de l'amour. Et on touche bien sûr à cette dimension spirituelle qui est tout à fait universelle. C'est magnifique. Mais donc c'est vrai que ce qui vient entraver ce plan spirituel, ça peut être l'hypermatérialisme, l'égoïsme, tout le manque de foi aussi, le manque de foi en la vie. Des croyances erronées, des croyances opposées. Ce que l'Orient appelle tout simplement l'ignorance est finalement une cumulation de croyances qui rend notre mental plutôt figé dans une position de déni ou une position de rejet de tout ce qui peut être transcendantal. Et c'est trop dommage, c'est comme si on passait sa vie à ne travailler et souffrir que autour des trous de notre fromage, les trous de l'emmental, et qu'on oublie que l'important, c'est quand même le plein du fromage. Donc, regardons nos ressources, regardons nos potentiels, prenons soin du plein du fromage. Ah ben ça, c'est... Alors là, s'il y a bien quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est le plein du fromage. Voilà. Très bien. Et donc, bio, bien sûr, bio. Bio, oui, de l'emmental bio. Oui. Par des vaches en plutôt pleine... brebis et chèvres. Hein. Brebis, voilà, ouais, si on revient un peu sur... Pour la digestibilité, ce sera beaucoup mieux. Donc ensuite, sur le plan numéro 6, qui est le plan socio-culturel et planétaire, qu'est-ce que décrit ce plan ? Quel est ce plan exactement ? Alors, c'est ce qu'appelait Gaïa, les Grecs, la déesse de la terre dans son symbolisme. Aujourd'hui, on le comprend comme la mère terre, la Pachamama de l'Amérique du Sud, Ishtar, Isis. C'est un petit peu cette déesse mère qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, qui a toujours été symbolisée comme quelque chose, comme une entité bonne, bienveillante, nourricière, et qui devrait normalement amener un minimum de respect pour les enfants que nous sommes vis-à-vis de cette mère terrestre. Dans les premiers débuts, au tout début de l'écologie, on est dans les années 60, 70, avec l'arrivée de la contre-culture américaine en France, et on ose à peine dire la Terre est un être vivant. Il y a Lovecraft, il y a Peter Russell qui écrivent là-dessus, et ils ont l'audace, dès les années 60, de dire la Terre non seulement est un être vivant, mais regardez, elle a des émonctoires, elle élimine des déchets, là elle est en carence, là elle est blessée, là il faut prendre soin d'elle. Alors bien sûr, ils se font un peu ridiculiser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient un peu plus évident parce qu'on a beaucoup joué avec le feu, on a fait beaucoup d'erreurs, on commence à être à la limite d'un processus d'irréversibilité quand on pense au déséquilibre climatique, à la couche d'ozone, aux pollutions. La Terre va pas bien du tout. Et je crois qu'il faut garder cette analogie toute simple que perçoivent bien les enfants, quoi. Comment prendre soin de cette mère qui me nourrit, comment arrêter de l'exploiter, comment devenir partenaire aussi de son homéostasie, de ses capacités d'autorégulation. La biologie est prodigieusement intelligente, mais on a intérêt à s'aligner sur cette vie et à arrêter de ne penser qu'à un profit immédiat, à une consommation de la terre comme on consomme tout et n'importe quoi. Donc tous les conflits de génération aussi, toutes ces choses-là viennent entraver ce plan. Oui, un manque de conscience, un matérialisme qui voit les choses à très court terme et qui ne prend pas conscience que des impacts de l'héritage que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui.
Et ensuite, il y a le plan environnemental qui vient un petit peu aussi rejoindre... On s'est mal compris, c'est de celui-là dont je parlais. Ah, d'accord, ok. C'est de celui-là dont je parlais, c'est le plan écologique. Oui. D'accord, Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein. Oui. Donc les deux sont très... Il y a le plan socio-culturel et le plan environnemental. C'est ça. Donc le plan socio-culturel, c'est plus, il est plus simple à comprendre, je crois, pour une démarche intellectuelle. C'est ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Donc c'est cette espèce de bulle psychique qui entourerait la planète. C'est assez imagé, mais vous savez, on parle de la ionosphère, de la stratosphère, de l'atmosphère. On pourrait très bien parler de la psychosphère. C'est un terme qu'avait employé Teilhard de Chardin, d'ailleurs, un mystique, philosophe chrétien intéressant. Et ça donne une image assez juste de cette bulle psychique dans laquelle nous vivons et qui possède un peu toutes les mémoires, la grande bibliothèque de notre culture, tout ce qu'on a pu accumuler en termes de dimension artistique également, et tout ce qui continue à être véhiculé par les médias. Donc notre santé dépend largement de ce que nous recevons par les médias, de ce que nous recevons peut-être aussi par l'art, par l'éducation, et c'est cette dimension qui nous échappe souvent et qui demande beaucoup de discernement pour se distancier du négatif de ce plan et collaborer d'une façon plus positive à ce plan. Donc c'est là qu'on voit en effet, comme on l'a dit au départ, toute la complexité de l'être humain et à quel point de nombreux facteurs viennent entraver notre bonne santé. C'est ça. Et que ça se passe à tout niveau, sur tous les plans. Et donc c'est ce qui nous amène maintenant à parler justement de cette origine humorale des maladies et des deux types de surcharge qu'on peut observer et qui sont à l'origine de nombreux maux MAUX. Quels sont ces deux grands types de surcharge ? Alors, ce sont deux génériques, deux mots très généraux qui permettent de bien comprendre tout ce qui est lié à l'acidose, l'acidification de notre terrain, la genèse de cristaux, comme disaient les anciens, dans le corps, et la genèse de mucus, donc la mucose, qui va plutôt, elle, épaissir notre milieu humoral à partir d'excès, par exemple, de lipides ou de glucides. L'acidose est de loin majoritaire, puisque c'est elle qui va commencer à dégrader le terrain à partir d'erreurs alimentaires, mais aussi à partir du stress ou à partir de perturbations environnementales. Il faut comprendre que l'équilibre acido-basique dont on parle beaucoup, il est beaucoup plus complexe qu'on le dit. Il ne suffit pas de regarder le pH de son urine le matin, parce que le pH n'est pas le même au niveau du sang, ni de la lymphe, ni de ce liquide interstitiel, cette lymphe qui baigne les cellules, ni de l'intérieur de nos cellules. Et le corps règle en permanence, le grand ordinateur biologique, règle en permanence cet équilibre acido-basique pour maintenir ce qu'on appelle des constantes humorales où la santé peut s'exprimer. Dès que les tissus s'acidifient, on est déjà en danger. On demande au corps un effort de désacidification qui se passe généralement la nuit sous l'action de l'hormone de croissance et qui suppose qu'on ait déjà un sommeil profond de grande qualité. Et puis qu'on ait des émonctoires, c'est-à-dire des organes filtres chargés d'éliminer les acides, donc de bonne fonction rénale, boire suffisamment d'eau, de bonne fonction cutanée par le sauna, le sport, le hammam, et une bonne fonction respiratoire, puisqu'on élimine énormément d'acides, on ne le sait pas assez, à chaque fois que nous expirons. Donc, normalement, si on équilibre les entrées d'acides alimentaires, par exemple, et l'élimination de nos acides, on maintient l'équilibre. Mais comme la sédentarité ferme les émonctoires, on respire moins, on boit un peu de tout n'importe quoi ou on ne boit pas assez, et on se surcharge d'aliments acides ou acidifiants, on rajoute à cela l'acidité liée au stress, qui est un facteur acidifiant, aux fermentations intestinales, dans le côlon droit, les sucres deviennent acidifiants, même s'ils n'ont pas le goût acide en bouche, ils finissent par générer des acides. Sans parler de certaines molécules ou certains médicaments qui sont directement et naturellement acides, comme la vitamine C, l'acide ascorbique ou l'aspirine acétylsalicylique. Voilà globalement pour
cet équilibre très instable qui est l'équilibre acido-basique. Et les grandes sources d'acide, donc là, en termes d'alimentation, il y a des grandes familles d'aliments qui sont plus acidifiantes que d'autres. Donc parmi ces familles, on retrouve bien sûr les sucres, les protéines aussi, qui sont très acidifiantes. On a les acides en règle générale, comme tu le nommais, la vitamine C, qu'on retrouve dans de nombreux agrumes, etc. Donc certains vont très bien métaboliser les agrumes parce qu'ils ont un terrain qui est peu acidifié. C'est généralement les constitutions sanguines qu'on retrouve en naturopathie. Et d'autres constitutions qui sont acidifiables beaucoup plus rapidement, comme les neuroarthritiques, donc les bilieux et les nerveux, eux vont beaucoup moins bien métaboliser tous ces acides. Donc le citron, soi-disant alcalinisant, ça c'est quelque chose sur lequel on revient un petit peu parce qu'il n'est pas... Toutes les conférences, on a ça. Le citron n'est pas forcément alcalinisant et tout dépend encore une fois du terrain, de la constitution. Et puis on a aussi tous les laitages qui sont très acidifiants, les excitants, thé, café, et puis comme tu l'as nommé, le stress qui est 300 fois plus acidifiant, il me semble, que l'alimentation. C'est pour ça que ça regroupe un petit peu toutes les grandes familles acidifiantes. Et donc certains émonctoires sont spécialisés, comme tu le nommais, dans l'évacuation de ces acides. Donc il y a les poumons, il y a les reins et puis il y a la peau. Qui vont permettre d'évacuer tous ces acides. Donc quand on parle d'acidose toxique, on parle de cristaux. On peut nommer les cristaux résiduels. C'est la conclusion, ça, un petit peu plutôt dans le milieu articulaire. On parle d'arthrite microcristalline, par exemple. On parle d'arthrose. On parle aussi de calculs rénaux, calculs des salivaires. On parle de sclérose tissulaire, une prostate, certaines parties du poumon qui peuvent se scléroser, etc. La thyroïde. Ça, c'est un petit peu la fin de l'histoire. Le corps fait ce qu'il peut pour neutraliser l'excès d'acidité. Cette acidité touche donc les tissus, j'insiste bien, et comme plus les tissus s'acidifient, et plus le sang devient alcalin. C'est une des grandes confusions qu'on a dans beaucoup de bouquins qui disent « mais non, c'est trop acide, trop alcalin, le cancer est acide, le cancer est alcalin ». Tout le monde a raison, sauf qu'on ne parle pas du même milieu. Et en naturopathie, on est vraiment plutôt focalisé sur l'acidose tissulaire, qu'on peut mesurer assez facilement au niveau du pH urinaire. La deuxième urine de matin, avec un petit papier pH, on peut mesurer ça sur une semaine. Ça donne un reflet assez fidèle du terrain tissulaire. Alors que si la santé se dégrade, d'année en année, on va avoir un sang beaucoup plus alcalin, ce qui sera favorable au développement des cellules tumorales. Et c'est vrai que, donc, comme tu le décris, alors en naturopathie, on utilise deux termes qui sont assez drôle. Il y a la centrifuge et centripète. Donc en fait, c'est l'évolution au fil du temps de cette surcharge, soit acidique, soit on va avoir l'autre forme de surcharge qui existe. Donc c'est vrai qu'au fil du temps, si cette surcharge acide, si cette acidité tissulaire évolue et s'aggrave, on voit apparaître toutes sortes de pathologies et ça va aller crescendo généralement. Et c'est proportionnel souvent à la force vitale, donc à l'énergie dont dispose la personne. Et on voit très bien chez les enfants ou des ados qui ont une belle énergie, une expression plus centrifuge, comme tu dis, c'est-à-dire plus liée à des dermatoses, l'eczéma sec, les prurites, les rougeurs, les inflammations. Ça, c'est la première expression de l'acidité. Et puis plus on avance en âge souvent, et plus on perd un peu de cette belle énergie, on a moins la capacité de l'exprimer d'une façon périphérique, et on commence à toucher plutôt les muqueuses. On va avoir des pathologies qui se terminent par it, tout ce qui est inflammatoire, et qui vont toucher la gorge, les voies génitales, etc., l'intestin, les colopathies. Et puis, beaucoup plus tard, plus la vitalité diminue, la pathologie devient plus centripète. On utilise ce terme également en homéopathie. Ça veut dire que les cellules sont affectées sur un mode plutôt tumoral. On enkyste, on développe des fibromes, des tumeurs, des pathologies qui affectent aussi les systèmes qui normalement sont longuement protégés, comme le système cardiovasculaire ou le système nerveux. Donc on peut voir des calcifications, des calculs rénaux aussi qui apparaissent. Tout ça, c'est les cristaux aussi, c'est l'acidose. Toutes les inflammations. Il est presque difficile. Le docteur Ménétrier, que j'ai un tout petit peu connu quand j'étais gamin, qui était à l'origine des recherches sur les oligo-éléments et les diathèses, à la fin de sa vie, il écrit quand même, en dernière analyse, il n'existe qu'une seule maladie, c'est l'acidose. Hippocrate, à l'époque, disait l'affection la plus dangereuse des humeurs, c'est l'acidité. Donc,
on n'a pas pu évoluer à ce niveau, quoi. On comprend mieux le phénomène, mais il reste vraiment causaliste, il est vraiment au cœur de nos problèmes. Sans travailler sur l'acidité, il est très difficile de retrouver une santé même psychique, puisque nos neurones baignent aussi dans ce même milieu, et il n'y a pas un organe qui peut échapper à un milieu acidifié. On a au sein de notre organisme le système tampon qui vient de manière complètement, quelque part ça fait partie de l'homéostasie, qui vient tamponner ces acides en excès au sein de l'organisme en allant puiser dans nos propres bases, que sont les phanères, les os, les dents, les cheveux, etc., pour venir tamponner cette acidité. Mais c'est vrai que ce système tampon va créer en soi des sels, des calculs, c'est une réaction chimique qui fait que le tampon des bases et des acides vont donner des sels plus de l'eau. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, en tant qu'être humain, on peut observer physiquement déjà, si on perd nos cheveux, si on a les ongles qui sont un petit peu striés ou cassants, tout ça c'est déjà des signes d'acidification. Ce sont même des signes assez avancés, parce que pour que le corps sacrifie ses réserves alcalines des phanères, il faut qu'il ait déjà été dépassé dans ses capacités d'adaptation pendant très longtemps. Le premier facteur tampon, c'est déjà les bicarbonates que nous libérons au plan digestif. Si les bicarbonates ne sont pas assez compétents, il y a les complexes protéinates qui sont déjà encore plus pointus, mais il y a tout de suite la ventilation pulmonaire. Dès qu'on est en acidose, spontanément, on se met à ventiler plus pour éliminer du CO2, donc HCO3, le marqueur hydrogène étant en chimie la molécule essentielle qui marque l'acidité. Les reins prennent le relais autant qu'ils peuvent la nuit, mais encore faut-il boire suffisamment et avoir des reins en bon état. Et la peau prend le relais des reins à chaque fois que c'est possible par la transpiration. Et c'est donc souvent après quelques années de souffrance ou d'incompétence des systèmes tampons qui sont dépassés qu'on va avoir un sacrifice osseux et des phanères qui amènent à des dégradations un petit peu plus profondes. Oui. Donc oui, et maintenant ça nous amène à parler aussi de la mucose toxique. Donc c'est une autre forme de surcharge. Donc l'acidose, c'est un gros point. Et il y a aussi cette surcharge en mucose qu'on appelle aussi les cols. C'est ça. Alors ça, comment ça se caractérise ? Alors les cols dont parlait Marchesso, c'est un terme qui est intéressant au niveau du grand public, bien sûr, mais c'est scientifiquement très limite. Aujourd'hui, on sait que les mucus sont soit naturels et font un film protecteur au niveau intestinal, au niveau respiratoire, au niveau vaginal. C'est tout à fait naturel, mais il se trouve que le corps convertit les excès de sucre et les excès de graisse en mucus. La première expression facile à expérimenter, c'est par exemple de se faire une soirée chargée en fromage ou en crème fraîche. On est quasiment certain le lendemain matin d'avoir 1, la langue chargée, 2, le nez qui coule, 3, des petites sécrétions colorées au coin de l'œil, peut-être des pertes vaginales chez les femmes, peut-être un petit bouton blanc qui apparaît au coin de la bouche. Donc là, le corps nous dit, attention, je ne sais plus gérer ça. Choisis tes lipides, va un peu plus vers les oméga 3, limite les produits laitiers, mais attention, toutes les surcharges caloriques glucidiques donc se transforment naturellement aussi en lipides, en triglycérides et en cholestérol lourd. Donc on voit très facilement cet épaississement du sang et de la lymphe, qu'on appelle l'hémolymphogliase, qui va s'exprimer au niveau pulmonaire par des crachats et par toutes les pathologies quasiment d'expression à mucus, oui. Et donc là, il y a une grande famille, il y a plusieurs grandes familles d'aliments qui sont aussi mucoproductrices. Oui. Donc on retrouve, c'est vrai, en top de liste les produits laitiers, les laitages. Et beaucoup de personnes peuvent observer d'ailleurs après avoir consommé du lait ou un yaourt, etc., qu'elles vont avoir des glaires. C'est pas très sexy, mais en effet, en tout cas, une création de mucus qui va être assez importante. Donc c'est bien d'observer ça aussi dans son hygiène alimentaire. Il y a les sucres aussi, manger beaucoup de sucre, notamment des sucres raffinés. Chez certaines personnes, ça va créer énormément de colle. Oui. Et puis, il y a les problèmes de transit, etc., de stase aussi, qui vont, sur du long terme, créer tout un tas de viscosité, de mucus. Les excès d'huile, les mauvaises graisses aussi, les excès d'huile, les excès de... La crème fraîche, ça marche très bien, c'est au top de la liste, avec le chocolat blanc de mauvaise qualité aussi.
Et puis, tout ça aussi est à corréler avec la sédentarité, parce que si vous consommez relativement trop de mauvaise graisse ou de mauvais sucre, mais que vous les brûlez sur un stade ou dans une salle de sport, il n'y aura aucun problème. Oui, on voit des gens qui ont une alimentation extrêmement riche, que ce soit en sucre, en produits laitiers ou en matières grasses, mais qui vont énormément transpirer et font faire travailler leurs glandes sébacées. C'est ça. C'est les glandes qui permettent d'évacuer l'excès de sébum. Et donc, au final, le corps se porte plutôt bien sur une certaine période. Donc, c'est vrai que l'activité physique est extrêmement importante. Et puis, il y a donc plusieurs émonctoires qui vont gérer l'évacuation de ces cols en excès. On retrouve la peau, donc avec les glandes sébacées pour éliminer le sébum, les intestins, qui vont nous permettre d'évacuer une bonne dose de mucus à travers les matières. Et d'ailleurs, quand on observe un peu ces selles, on peut observer parfois des selles assez avec des résidus de mucus. Oui, c'est des selles glaireuses, oui, tout à fait. Les selles glaireuses. Et puis, le foie aussi, qui va avoir un rôle primordial dans cette évacuation des cols. Et le beau être costaud, on le surmène beaucoup. Il gère énormément de fonctions au sein de l'organisme, et c'est vrai qu'on a tendance à le sursolliciter. Et l'évolution de cette mucose toxique, pareil, on va avoir de manière centrifuge et centripète différentes manifestations au sein de l'organisme. Donc, quelles sont ces pathologies qu'on peut couramment observer en cas d'hyperprésence de mucus. D'excès de mucose, voilà. C'est la première expression, c'est souvent les dermatoses suintantes. Eczéma suintant par exemple. Très très vite, ce sont les muqueuses qui souffrent de ces mucus, donc le mouchage, donc beaucoup plus de sécrétion ORL, bronchopulmonaire, vaginale, le choré, perte blanche. C'est les expressions les plus courantes et les plus, je dirais, physiologiques de ces excès de mucus. Plus tard, on trouvera une partie de ces déchets enquistés dans des graisses profondes, des graisses blanches profondes notamment, et peut-être une bonne partie de certains kystes, certains fibromes, certaines des surcharges pondérales. Voilà, on devient tout simplement, on stocke nos graisses. L'obésité est une aussi des manifestations de la mucose qui gagne du terrain dans le monde entier. Complètement. Et on peut à la fois cumuler mucose toxique et acidose toxique au sein de l'organisme. C'est une option. Là, on est dans un scénario complètement catastrophe, mais c'est vrai que les auditeurs qui vont écouter un petit peu tous ces symptômes et toutes ces pathologies qui peuvent découler d'une acidose toxique ou d'une mucose toxique peuvent parfois se retrouver dans certaines pathologies à la fois mucosiques et acides. Donc c'est bien d'observer tout ça et surtout de se faire accompagner le mieux possible par un naturopathe idéalement qui va s'intéresser à tous les plans de l'être. Et si on prend un exemple pour rebondir sur ce que tu dis, quand on a le début d'un trouble ORL par exemple, il est d'abord inflammatoire. On va parler d'une angine sèche, puis purulente. On va parler d'une rhinite qui coule claire, c'est de l'acidité, puis purulente. On va parler d'une vaginite inflammatoire, prurigineuse, puis un écoulement. On va parler d'une bronchite, on commence à tousser sec, puis on tousse gras. Et ça veut dire que le terrain de l'acidose, il est toujours prioritaire, il est derrière. Et que mucose, acidose, même combat. De toute façon, il faut réformer l'alimentation et l'hygiène de vie. Ouais, et s'intéresser vraiment à l'équilibre sur tous les plans de notre être. Est-ce qu'il y a un livre, un ouvrage que tu as écrit à ce sujet, Daniel, où on peut retrouver toutes ces informations à la fois sur les différents plans de l'être, mais aussi les sources d'acidose, de mucose, etc. Il y a 2 petits livres pas chers du tout qui sont sortis chez Jouvence il y a quelques mois. L'un s'appelle La détox holistique, donc sur les différents plans dont on vient de parler, et l'autre qui s'appelle simplement Acidose et mucose toxique. Super. Donc tout est là. Et ben voilà de la belle lecture si toutefois vous avez envie de creuser le sujet encore plus. En tout cas, merci beaucoup Daniel d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça en détail et d'avoir mis de la clarté sur ce grand terme qui est la pathogénèse en naturopathie holistique. Et puis on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles émissions autour de la naturopathie. Avec joie, prenez tous bien soin de vous. Merci beaucoup Daniel, à très bientôt. Merci. Au revoir. E-Live, Comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.